Bienvenue sur Selfa. Aujourd'hui, nous analysons une vidéo très profonde sur le franc CFA, publiée par la chaîne officielle TVL. Le cœur du sujet est simple, les chiffres d'un pays peuvent monter, mais la vie quotidienne ne suit pas toujours. Nous allons montrer, avec des mots clairs, comment passer de la croissance vitrine à une croissance qui crée des emplois, des revenus et des chances pour tous. Merci de m'avoir convié à cette émission. On a pu articuler une harmonie de rendez-vous pour pouvoir être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis heureux de participer à cette émission et puis d'échanger avec vous dans le cadre d'un dialogue Bien sûr, sur les perspectives économiques du continent africain, mais aussi sur ses relations économiques avec le monde entier. Parce que l'Afrique est un continent qui a constamment été ouvert depuis des millénaires. Ce n'est pas un continent fermé. Alors, l'économie globale, depuis une quinzaine d'années, du continent africain, connaît une croissance constante quand on prend, par exemple, les données macroéconomiques des institutions de Bretton Woods ou de la Banque africaine de développement ou plusieurs autres institutions sont unanimes sur la trajectoire de croissance. Alors, est-ce que cette croissance amène des progrès économiques partagés? Est-ce qu'elle est partagée par tous? Là, les écoles divergent. Certains pensent, comme moi, que la croissance économique globale est appauvrissante pour les individus. Il y a en dehors de l'augmentation générale des prix de l'énergie notamment au plan international, il y a un vécu local qui n'est pas pris en compte par les décideurs publics. La croissance dont on parle, elle est portée par des données macroéconomiques qui proviennent des investissements directs étrangers, mais qui produisent peu d'effets en termes de partage. La vraie croissance, celle qui bénéficie aux populations, vient de l'épargne privée des gens, sur lesquelles, sur ces épargnes-là, les politiques publiques ont eu peu d'effets. Et ces épargnants sont des commerçants. Ce sont des entrepreneurs individuels qui sont très peu aidés. Ils connaissent d'énormes obstacles administratifs de tous ordres pour commercer. Et ce sont ces commerçants-là qui portent la croissance sur le continent africain. Alors, on a une économie portée par certains investissements miniers, etc. Les chiffres sont importants, les investissements. Alors, on va dire tout de suite, le PIB augmente. Mais dessous, ça ne descend pas. Voilà. Et il n'y a pas de ruissellement. Oui. Et il est très peu créateur d'emplois. Alors, à quoi sert d'afficher la foi de mathématiques du PIB croissant quand celui-ci, ce PIB n'a pas d'impact positif sur les populations? Donc, ce discours, il faut qu'on l'entende quand même, parce qu'il aide à comprendre les réactions socio-économiques dans tous ces espaces-là. Une question, là, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les grands pays africains, je reste sur la francophonie, parce que bon, les grands pays africains de la francophonie, on a vu qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Et effectivement, parce que moi, quand je vous entends, je me dis, par exemple, est-ce qu'au Sénégal, où on a vu, tout le monde disait, il y a une forte croissance du PIB sénégalais, il y a un grand développement, et Macky Sall a été battu très clairement, enfin, il ne s'est pas représenté, et le successeur était dans l'opposition. En réalité, les pays ne sont pas si différents que ça, dans notre zone. On va parler de la Côte d'Ivoire, qui est un des grands pays économiquement. On va parler, je ne vais pas citer les autres pays, hein, mais les autres autour. Mais voilà. Autour, je ne suis pas certain que nous soyons fondamentalement différents en termes de structure de l'économie. Je ne suis pas certain qu'on soit... Il y a une massification chez nous, mais je ne suis pas certain qu'on soit fondamentalement différents. Les pays sont fragiles politiquement. Ils sont fragiles parce qu'on a des apparences de stabilité, des apparences de processus démocratique,
Et puis on a vu qu'en un instant, les choses peuvent changer. Et plusieurs fois, des fois dans la même année. Alors, donc, je me garderai d'avoir un réflexe d'oasis dans un désert. Ce n'est pas le cas, les pays sont semblables. Le discours parle d'investissements venus de l'étranger. Ils font monter les chiffres nationaux. Mais si ces projets n'achètent pas localement, ne forment pas localement, et ne travaillent pas avec les petites entreprises du pays, alors la population ne ressent presque rien. L'idée centrale est là, une croissance utile doit s'appuyer sur les acteurs locaux. Concrètement, cela veut dire créer une entreprise plus facilement, payer ses impôts sans complications, et ouvrir les marchés publics aux petites structures. La gouvernance du président Macky Sall elle peut être analysée de plusieurs façons. J'ai constaté, moi, qui suis ivoirien, que dans certains milieux, lorsqu'on prononçait le mot Macky Sall, tout le monde devenait fou. Ça a été très particulier ces 3 dernières années. Lorsqu'on discute avec des ambassadeurs, des gens de la société civile, quel que soit l'endroit dans le monde, il y a une poussée d'urticaire. Donc, qui est due au fait que les sociétés ne se sont pas senties entendues, prises en compte. Vous voyez, mais la société sénégalaise, contrairement à celle qui est ivoirienne, la société civile est plus organisée. Il y a des référents que nous n'avons pas en Côte d'Ivoire. Il y a du séculaire qui est transfrontalier. Il y a des autorités autres que les autorités publiques qui peuvent agir comme tampons. Ce sont des régulateurs sociaux. Donc il y a des pays dans notre sous-région et qui ont ces institutions qui partent du Sénégal jusqu'au Tchad. C'est ça. Vous voyez, nous n'avons pas ça. Nous, chez nous, notre pays est beaucoup plus jeune de ce point de vue-là. Des autorités morales indiscutables telles que le roi des Ashanti au Ghana, nous n'avons pas. On n'a pas ça. Donc au Mali, ils les ont. Au Sénégal, au Niger, ils ont des autorités. En Mauritanie. Oui, ils ont des autorités qui marquent, qui tiennent. Oui, et puis, il y a une société civile qui est composite et qui a la capacité de changement en se coalisant. Voilà. Les Sénégalais l'ont prouvé, là. Dans le fond, une économie a un véritable avantage si elle a des personnalités vraiment importantes qui sont un peu... Pas les garants, mais qui vont être un peu, qui vont orienter, qui ont l'expérience, les vieux sages en définitive. Oui, pas simplement du point de vue de l'éthique, pas simplement dans tous les domaines. Dans tous les domaines, de la régulation. C'est ça, de la régulation et puis dans la garantie du ruissellement économique. C'est ça. Voilà. Il faut organiser des économies inclusives. Elles ne le sont pas en réalité. Et puis, la promesse des indépendances, c'était quand même la capacité d'acquérir au plan national une plateforme de liberté, de pouvoir et une capacité économique nationale plus robuste. Alors, est-ce que cet objectif-là, des pères de l'indépendance, est rempli? Est-ce que l'économie est vraiment aux mains, même si elle croît, est-ce qu'elle est aux mains des enfants des pères de l'indépendance? Ce sont des vraies questions. Et est-ce que, alors, la suite de votre question, si je peux dire, c'est est-ce qu'il y a parmi les enfants des pères de l'indépendance, est-ce qu'il y a des gens qui sont des économistes comme vous, des gens qui ont la connaissance des mécanismes économiques de manière à pouvoir conseiller, prendre des décisions, appuyer, enfin bref, faire tout ce qu'il faut faire. Il y en a, je pense qu'il y en a des compétences humaines, il y en a. Elles existent. La question, c'est est-ce qu'au niveau de la pensée politique et de la pensée économique, il y a une stratégie articulée, inclusive,
qui soit différente d'un catalogue de mesures qu'on présente Bien comme sûr, des plans de développement Ça, c'est vrai. qui sont fabriqués dans des cabinets conseils. Mm. Est-ce nous avons des compétences dans tous nos pays pour élaborer des projets Oui. de développement, des Bien plans de développement. Mais au niveau encore une fois, au niveau de la puissance publique, je doute qu'il y ait C'est ça. cet exercice qui soit fait. C'est pour ça qu'on patauge dans un marasme Oui, c'est ce que vous dites. et il y a une distance entre les populations, l'insatisfaction des populations et puis les bruyantes proclamations des hommes politiques. D'un autre côté, on parle beaucoup d'argent qui arrive de dehors, de gros investissements qui sont faits dans les pays. Le politique annonce ça avec des airs de triomphe. Et dans la réalité, par contre, le peuple en bas, lui, il voit rien venir et il dit, moi, qu'est-ce que ça me rapporte? Rien du tout. Voilà. C'est ça. Autre point clé, la stabilité réelle. Elle ne vient pas seulement des lois. Elle vient d'institutions qui écoutent les citoyens, qui testent des solutions à petite échelle, puis les améliorent rapidement. C'est une façon simple de gouverner, écouter, essayer, ajuster. Quand l'État adopte ce rythme court, les tensions baissent et la confiance monte. C'est très simple, on peut voir ça constamment. Comment dans des pays qui sont plus riches, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est beaucoup plus riche que lorsque moi j'étais enfant. Oui, bien sûr. En termes de PIB, à tout point de vue, nous sommes beaucoup plus riches. Je n'ai jamais imaginé voir dans mon pays, dans une salle de classe, 4 enfants par table. Moi, je n'ai jamais pensé à ça. Moi, j'ai vécu à une période où il suffisait de demander pour avoir. Oui. Voilà. Nous étions vraiment, en termes d'éducation, de formation publique, d'instruction publique, nous étions au premier niveau de la volonté publique. C'était visible, palpable, partout. C'était tangible. Vous voyez, les enseignants étaient des gens qui faisaient partie de la classe moyenne ou moyen supérieure. Absolument. Ouais. Les enseignants, ils étaient rémunérés, formés selon tous les standards internationaux. Voilà. Un peu comme à Singapour. Lorsqu'ils ont voulu articuler un développement, ils ont commencé par quoi? La ressource humaine. Bien sûr. Alors, Formation. la formation, c'est Mais la chose la l'éducation. plus importante. Et vous savez, en vous écoutant, je pensais en France. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce franc CFA, vu que certains le critiquent, d'autres disent mais non, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le franc CFA, le franc français, d'Afrique, etc., a été créé pour d'abord garantir le fait que les exploitants, les commerçants européens qui agissaient dans les territoires puissent rapatrier leurs ressources de façon tout à fait libre. Alors, c'est de la même façon qu'on créait des chemins de fer ou des routes pour exporter les produits. Pareil. L'objectif n'était pas le développement des populations. Non, absolument pas. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Donc, et puis le temps a passé, et l'instrument franc CFA, il y en a plusieurs. Franc CFA, il y a plusieurs zones de franc CFA. De francs et de francs. Et on oublie souvent aussi l'Océanie. Oui, puis il y a le franc Pacifique. Voilà, le franc Pacifique. C'est encore un autre. C'est un autre. Donc, c'est une monnaie dans laquelle la France est présente. C'était un franc. Ensuite, on est en euros maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme s'il y avait un prêt. On vous prêtait de l'argent et puis il y a une garantie derrière. La garantie, ça a été le franc. Donc, le Trésor public français garantissait les échanges. Aujourd'hui, c'est le Trésor français toujours avec l'euro. Les gens, en réalité, dans ces économies, dépensaient du franc français. Et aujourd'hui, le franc CFA, c'est de l'euro. Ils dépensent de l'euro, oui. D'accord. C'est ça. Le prêt vaut la garantie. Oui. C'est de l'euro qu'on dépense. Alors, une question, c'est, est-ce que dans ces économies, une monnaie aussi forte que l'euro
est celle qu'il faut et qu'elle soit toujours fixe. Elle ne fluctue pas, cette monnaie. Est-ce que nous sommes dans une économie réelle? Ou bien, C'est la question qu'on se pose aussi en voilà, France. très bien. Est-ce qu'on est dans une économie administrative? Voilà. Donc, ce sont des questions. Donc, moi, je dis, nous dépensions du franc. Aujourd'hui, on dépense de l'euro dans la zone. C'est une monnaie forte. Et on dit souvent, les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, comme de la BEAC, c'est pareil, c'est que l'inflation est de peut-être maximum 3% par an. Mais ça ne traduit pas la réalité économique. Ce sont des chiffres, mais ça ne traduit pas la réalité économique. Pour moi, cette monnaie, il y a un consensus au niveau des économistes africains. Ce sont des questions qui sont tranchées depuis longtemps. Il y a un certain groupe de personnes qui pensent qu'il faut rester, que le statu quo n'est peut-être plus supportable. Il faut le maquiller vers l'écho. On a parlé de l'écho. Mais il y a deux échos. Il y a l'écho dont on parle aujourd'hui dans la zone dite francophone, et puis il y a l'écho de la CEDEAO, qui est de l'organe d'intégration. La monnaie influence la vie de tous les jours. Une monnaie trop forte pour le niveau de productivité locale rend la fabrication plus chère et freine l'emploi industriel. Ici, l'approche pratique est claire. Protéger les achats essentiels contre les variations de devises, orienter le crédit vers ceux qui transforment sur place et utiliser les achats publics pour encourager la production locale. L'éducation reste la base. Former d'abord les personnes, c'est bâtir une économie solide. Il y a quand même eu, historiquement, après les indépendances, il y a eu des trajectoires qui ont été tracées. On a eu le plan de Lagos, qui voulait une harmonisation communautaire. On a l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui veut qu'on procède par l'intégration économique africaine pour aboutir à une monnaie africaine. Et l'intérêt, c'est qu'il y ait une justification de cette monnaie. La monnaie se justifie par le fait que vous échangez avec tel ou tel pays. Ça doit correspondre à ça, c'est une garantie. Pour moi, il faut évoluer vers un panier de monnaie dans lequel on peut retrouver l'euro. Parce que l'euro, les pays européens font quand même partie des pays avec lesquels nous faisons du commerce. Il faut du commerce. Alors, et on fait du commerce avec d'autres pays aussi. Qu'est-ce que vous metteriez comme monnaie dans les techniciens, le yuan, le rouble, le yen peut y arriver. Tous les pays avec lesquels on commerce. C'est un peu quand vous allez le dollar, la Banque de France. Le dollar, nécessairement. La Banque de France, c'est le même exercice qu'on fait dans une économie saine, une économie normale. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, il est curieux que l'évolution normale de cette monnaie-là puisse être entravée par quelque mécanisme que ce soit. Pour moi, c'est... en tout cas, dans le milieu des intellectuels africains, c'est une question tranchée. Parce que l'euro a favorisé l'Allemagne et a pénalisé la France. La réalité, elle est là aujourd'hui. Oui, mais il y a eu quand même des critères de convergence qui ont été bien déterminés. sûr, bien entendu. Alors, les critères de convergence, chez nous, se font dans les bureaux. Et on prend une décision, comme si on était à la BRI, on vous demandait, vous déclarez, quelle est la valeur de votre monnaie? Que déclarez-vous? Bon. En Europe, il y a eu quand même la sanction populaire. Absolument. Même si, dernièrement, on a détourné un peu, voilà. Mais chez nous, moi, je suis né dans un système où on ne m'a jamais demandé de me prononcer sur ces accords-là. La plupart des plus de 500 millions de personnes qui sont en Afrique de l'Ouest, on ne nous a jamais questionné sur ces aspects-là. Ça pose quand même un problème de démocratie et de souveraineté. Voilà. Est-ce qu'on va continuer ainsi? Et c'est ce que les jeunes refusent. Vous voyez, tout le monde est exposé aux informations. On dit qu'on est dans un monde hyper connecté.
dans ce même monde, il y a des gens qui ont accès à l'information, mais il y a des gens qui... C'est aussi le monde de la plus grande ignorance. Pourtant, les gens ont un téléphone à la main, il y a un dictionnaire dedans des fois. Ils peuvent regarder ce que signifient les mots, mais on ne le fait pas. Bon. Donc, je pense qu'il y a des caps qui ont été fixés économiquement et par l'agenda 2063 de l'Union africaine qui dit qu'il faut aller par intégration économique régionale pour aboutir. Donc, c'est ce qui est rêvé. Et c'est impossible jusqu'à ce qu'on le réalise. Et en Afrique de l'Ouest, il y a un écho qui a été décidé par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et ce n'est pas celui-là qui est présenté aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas présenté, là. Non. Il y a une version défendue par un groupe de pays, dits francophones, et puis il y a la version générale qui est défendue par les autres pays de l'Union. Alors, je ne crois pas qu'un pays comme le Nigeria va accepter qu'il y ait une garantie de cet écho-là par le seul trésor français. Quelque part, peut-être que le franc CFA protège et maintient un équilibre des économies africaines. Ça, c'est l'argument fort des tenants de la monnaie stable. Alors, une monnaie qui est permanemment stable n'est pas une monnaie. L'économie n'est pas rectiligne. Mais bien sûr. Alors, pourquoi c'est pas corrélé. C'est pas corrélé. Alors, est-ce qu'on doit dépenser du franc stable artificiellement? Est-ce qu'on doit dépenser de l'euro uniquement dans une région artificiellement? Bon, voilà. Déjà, l'euro, effectivement, a une valeur excessivement chère, même pour la France. Hein. L'euro, c'était le Deutsche Mark. C'était pas le franc français. Il y a l'outil de politique économique qui est la dévaluation. Oui, exactement. Alors, la dévaluation, quand elle a été pratiquée dans nos pays... On parle aussi de projets de nouvelles monnaies et d'intégration entre pays voisins. Une monnaie n'est pas qu'un symbole. C'est une promesse d'organisation. Elle n'a du sens que si les paiements circulent facilement entre pays, si les règles sont compatibles et si quelqu'un peut arbitrer quand il y a un doute. Une voie simple consiste à éviter la rigidité extrême et à coller à la réalité des échanges commerciaux. Alors, la dévaluation quand elle a été pratiquée dans nos pays, récemment dans la zone CFA d'Afrique de l'Ouest, personnellement, pour moi, elle a été bénéfique parce que je rentrais pour prendre un poste et j'avais fait un virement de France à là-bas sans savoir qu'on allait dévaluer, je n'avais pas de délit d'initié, et puis j'ai reçu le double. Hein? C'est bien. Bon, mais ça, c'est temporaire, et c'est qu'un individu. Bon, mais n'empêche, on dépensait une monnaie qui était trop lourde pour nos économies. Et ça se voit partout. Voyez ? Il y a des vrais échanges économiques entre pays européens, ce qui n'est pas le cas entre pays africains, en fait. C'est très limité. Les échanges ne sont pas suffisamment robustes parce que les produits ne sont pas suffisamment transformés. Oui. Donc, structurellement, c'est d'abord cette réponse. Ensuite, nous avons quand même des problèmes de statistiques. Quand on dit que les échanges formels ne sont pas suffisamment en volume important. Mais quand des bergers du Niger viennent avec des troupeaux à pied, ils font des milliers de kilomètres, arrivent en Côte d'Ivoire, qui a comptabilisé cet échange-là? Il n'y avait personne, mais les échanges, les Africains sont des commerçants. Vous voyez? Et ce ne sont pas des données qui sont comptabilisées. Donc, la statistique n'est pas totalement exacte, même si on doit reconnaître que structurellement, quand je vends des noix de coco et que vous vendez des noix de coco, on va échanger et qu'on a la même production, est-ce qu'on va beaucoup échanger? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Oui, alors, on peut dire, par exemple, que les pays africains ont peut-être loupé un petit peu la révolution de transformation industrielle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette révolution digitale numérique? Sur le plan économique, hein, est-ce que ça peut apporter un renouveau, un nouveau souffle?
et peut-être une monnaie digitale, qu'est-ce qu'il en est? Je pense qu'il y a eu une accélération de ce processus de transformation numérique dans nos espaces. L'Afrique a été peut-être même pionnière dans la banque sur téléphone, surtout en Afrique de l'Est. Ça a commencé d'abord en Afrique de l'Est. Et dans notre région aujourd'hui, tout le monde peut être surpris de voir que les paiements se font majoritairement par téléphone. Oui. Nous sommes dans des pays sous-bancarisés. Voilà. Il n'y a pas 35% de personnes qui ont des comptes en banque. Donc les échanges se font en espèces, partout, pour quelles que soient les transactions. Bien sûr, oui. Voilà. Aujourd'hui, le téléphone a résolu beaucoup de problèmes, notamment de monnaie. Oui, vous savez, il y avait des gens qui n'avaient pas de... vous faites des échanges et on ne peut pas vous rendre la monnaie parce qu'il n'y a pas assez de pièces de monnaie. Voilà. Parce qu'il y a des commerçants de pièces de monnaie derrière, il y a des gens qui utilisent ces pièces, c'est des minéraux, c'est des matières minérales. Donc ils les font fondre et ça quitte le continent. Voilà. Il y a tout un marché de ça. Alors, le développement numérique a fait sauter aux populations une étape technologique, je crois, comme l'arrivée du téléphone portable. Vous n'avez pratiquement plus de gens qui ont des lignes fixes à la maison. Vous voyez, tout le monde a un téléphone portable, plusieurs téléphones portables, et on peut imaginer des produits derrière en termes de développement du marché financier. On peut assurer les téléphones. On peut avoir son contrat d'assurance maladie sur son téléphone. On peut assurer la place de marché de la commerçante et puis lui garantir vraiment que ses enfants vont être soignés. Elle va cotiser pour ça. Vous voyez, il y a tout un développement qu'on peut articuler autour du développement de la technologie. Quels sont, à votre avis, les économies, là, les pays, les pays dont les économies sont les plus prometteuses? Je pense que l'ensemble du continent est dans une dynamique. Ah, pour vous, c'est l'ensemble, oui. C'est l'ensemble du continent. Il y aura, vous savez, notre population va doubler. Ah, mais c'est ça. Mais c'est considérable. C'est considérable. Ce qui va se passer, c'est considérable. C'est unique, d'ailleurs. Hein. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Exactement, c'est unique. Avec les défis consubstantiels. Vous voyez, on va devoir nourrir 100% de la population en plus dans 30 ans. Oui. Et 30 ans ou 40 ans après, 100% encore de la population. Une grande partie de l'économie n'apparaît pas dans les chiffres officiels. Petit commerce, paiement en espèces, échange à la frontière. Ce monde invisible peut devenir moteur si on lui donne des outils simples, paiement par téléphone, petite facture numérique et accès au crédit grâce aux preuves d'activité. Dès que tracer ses ventes donne accès à un petit prêt, les acteurs jouent le jeu. On formalise par l'avantage, pas par la contrainte. Oui. Et 30 ans ou 40 ans après, 100% encore de la population. Aucun pays n'a connu dans une étape si courte. Alors, on va avoir ces défis-là. Et ce sont les Africains qui devront répondre à ces défis. Absolument. Et au premier rang, pour moi, il y a le génie. Il faut la formation. D'abord, la formation et la transformation des produits. Des marchés divers vont se créer. Des villes nouvelles par centaines vont se créer. C'est sûr, ouais. Ce sera le continent des affaires. Et il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Vous voyez? Donc, c'est la logique du partenariat qui doit s'exercer plutôt que celle de l'influence. Dans l'influence, on peut avoir le conflit. Dans le partenariat, tout le monde est gagnant. Et je crois que l'Afrique est ouverte pour les partenariats. Vous entendez? Ce sont des idées acceptées partout, les partenariats. Et c'est ce que les jeunes Africains veulent, des partenariats dans lesquels chacun voit concrètement ce qu'il y gagne. Voilà. Donc, l'évolution, c'est surtout le continent. Je ne vois pas de zone dans laquelle il y aurait
de moindres évolutions, ce sera partout. Vous avez raison, vous avez dit tout à l'heure, et je traduis un tout petit peu, mais quelque part, il faudrait libérer les forces vives des pays. En libérant ces forces vives, ça va créer de la richesse en interne, donc des économies. Enfin, on va mettre un peu d'argent de côté. Et c'est cet argent-là qui doit contribuer. Exactement. Parce que faire venir l'argent de l'étranger, on est toujours un peu dépendant. C'est pour ça que, vous voyez, nous avons créé une ONG, Côte d'Ivoire Demain, qui est destinée à régler des problèmes localement. Vous voyez, dans les biotopes où les gens sont, il y a des élus, il y a des régulateurs, il y a surtout des jeunes qui voudraient être formés. Nous avons un déficit de formation partout sur le continent. Il nous faut de la formation. Et il faut le faire aussi en partenariat, la formation. Il y a des gens qui sont compétents, qui vont à la retraite très jeunes, partout dans le monde. Ils sont vifs, ils ont de l'expérience, ils ont des réseaux et ils ont le cœur pour la transmission. Mais on ne peut pas laisser des ressources humaines comme ça et puis regarder faire. Il faut des partenariats dans toutes sortes de domaines. De sorte à ce que les gens soient formés, qu'ils soient dotés en fonds propres pour créer leur métier. On ne veut pas former des fonctionnaires, on veut des acteurs locaux, des acteurs sociaux. Et c'est ces gens qui vont organiser la transformation locale. Parce qu'ils y auront un intérêt immédiat. Voyez, quand vous dotez, par exemple, des dames qui fabriquent du beurre de karité, voyez, c'est très dur, hein, très très dur de le faire. Et physiquement dur, et pour la santé c'est dur. Elles fabriquent du beurre de karité de façon très artisanale, pas de mécanisation. Elles sont en coopérative. On les dote de moyens techniques qui ne sont pas énormes de transformation. Ces dames, elles vont construire l'école du village. Elles vont le faire parce qu'elles ont intérêt à le faire. Elles vont transformer leur biotope. Vous voyez, c'est cette articulation-là que les politiques publiques devraient prendre en compte et aider des organisations comme nous à résoudre des problèmes locaux. Préférez le partenariat à l'influence. Un bon partenariat se voit sur le terrain. Il apporte des outils adaptés, un vrai transfert de compétences, des contrats d'achat clairs et un peu de capital pour démarrer. C'est ce qui transforme une coopérative artisanale en petite unité rentable qui finance l'école, la santé et de nouveaux ateliers. C'est simple, concret, mesurable. Passons maintenant aux leçons pratiques. Elles sont pensées pour l'action, étape par étape. Leçon 1. Ancrer les grands projets dans le local. Exigez que chaque grand projet achète une partie de ses biens et services sur place, forme des jeunes sur place, et travaille avec des petites entreprises du pays. Publiez des résultats simples, emplois créés, montants achetés localement. Leçon 2. Ouvrir la porte aux petites entreprises. Rendre la création d'entreprises rapide. Simplifier la fiscalité de démarrage. Mettre un guichet unique accessible par téléphone. Plus c'est simple, plus les gens entreprennent. Leçon 3. Utiliser la monnaie comme un outil, pas comme une statue. Protéger les importations vitales contre les variations de devises. Donner du crédit à taux favorable aux ateliers qui transforment localement. Quand c'est utile, éviter une encre monétaire trop rigide et rester proche des besoins réels de l'économie. Leçon 4. Rendre visible l'invisible pour débloquer le crédit. Encourager paiement et petites factures sur mobile. Construire un historique d'activité. Avec cette preuve, les banques peuvent accorder de petits prêts. Ce qui est visible peut être financé. Leçon 5. Construire des partenariats avec Pau en jeu. Chaque partie doit avoir un intérêt direct au succès local, équipement, formation, contrat d'achat, gouvernance partagée. On arrête les promesses vagues. On s'engage, on livre, on mesure. Quand la monnaie, les paiements, l'administration et les petites entreprises avancent ensemble, la croissance n'est plus un slogan. Elle devient une réalité quotidienne. C'est ainsi qu'on passe du « franc fort » à la croissance utile.